Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler de mes unpopular opinions, c'est-à-dire que je vais vous parler de plusieurs livres qui ont été complètement encensés par la critique, que tout le monde a adoré, sauf moi. C'est des livres que j'ai pas forcément détestés complètement, mais en tout cas, je suis passée complètement à côté de ces ouvrages et pour tout vous dire, pour la plupart, je les trouve complètement oubliables. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. En fait, c'est en échangeant avec une abonnée la semaine dernière sous une de mes vidéos récentes à propos d'un des livres dont je vais vous parler justement. Elle me demandait mon avis sur ce livre et c'est en réfléchissant que je me suis rendu compte que ça faisait partie des livres que tout le monde adore, que tout le monde considère comme un classique, tandis que moi, pour tout vous dire, il m'a pas franchement marqué. Donc je remercie cette abonnée si elle passe par là, j'espère que tu te reconnaîtras. Un grand merci pour l'idée que ça m'a donnée donc. Et on va commencer du coup par ce livre. Ce livre, il s'agit de The Secret History, donc Le Maître des Illusions de Dornet Hart. Je vous mettrai bien évidemment les couvertures en bas de l'écran. Ce livre, je l'ai lu l'année dernière dans le cadre de mon Pumpkin Autumn Challenge. C'est un livre qui date un petit peu, qui fait partie des classiques de la littérature. On ne peut pas forcément parler de thriller à proprement parler, mais en tout cas de la littérature type roman noir et dark academia. Si vous ne le connaissez pas, je vous fais juste un petit pitch très rapidement. On se trouve aux États-Unis, il me semble dans les années peut-être 70-80, quelque chose comme ça, peut-être même 90. Et on va suivre un groupe d'étudiants avec un étudiant en particulier. Ils sont inscrits dans une petite fac un petit peu select et la plupart des étudiants de ce groupe sont riches ou font partie de familles bourgeoises. Et le dernier, celui sur lequel on se focalise, lui a été admis sur une bourse. Il a pas franchement beaucoup de moyens à l'origine. Et ils ont comme point commun d'être tous inscrits au cours du même professeur. Je ne sais plus exactement de quel cours il s'agit. En anglais, on appellerait ça un cours de classics, c'est-à-dire tout ce qui est littérature et culture de l'Antiquité. Et notamment, ce professeur est passionné par la Grèce antique, par le théâtre, les figures mythologiques, etc. Ils prennent donc des cours de latin, des cours de grec, des cours de théâtre, des cours de littérature, tout ça. Et il va y avoir un meurtre au sein de ce groupe d'étudiants et on va donc les suivre, on va suivre avant et après le meurtre pour savoir ce qui a mené à cet événement et savoir ce qui leur est arrivé par la suite et ce qu'il en est devenu. Il faut savoir que dans ce groupe, le professeur, donc le professeur de classique, avait une influence assez importante sur eux et peut-être même un peu malsaine, mais voilà, je vous en dis pas plus si vous l'avez pas lu. Ce livre est considéré comme un véritable classique depuis sa sortie, pratiquement tout le monde l'adore. C'est un peu une référence du genre, une référence à la fois de dark academia, c'est-à-dire un milieu universitaire, le milieu un petit peu de la recherche, mais avec une esthétique et une ambiance très sombre, et quand même une référence aussi en termes de thriller, ou en tout cas de roman noir, et également dans son écriture. Alors, c'est pas que je l'avais détesté, loin de là, mais simplement je conçois qu'il puisse être apprécié et je conçois qu'il puisse être vu comme une référence du genre, mais pour moi c'est pas un incontournable du tout. J'avais apprécié la plume de Dornet Hart, mais je l'avais pas non plus trouvé exceptionnelle. J'avais trouvé qu'il y avait énormément de longueur, pas mal de redondance, un style qui à mon avis s'était voulu mais qui était parfois pesant, lourd et pompeux. Je sais que l'ambiance est faite pour être lourde et pesante, mais ça devenait trop en fait. On avait vraiment l'impression d'être entouré d'une bande de gosses de riches entre guillemets qui font des bêtises et à qui on passe tout, et au bout d'un moment c'était trop. Comment vous dire, c'est comme si on avait croisé Gatsby le Magnifique de Fitzgerald avec un roman d'enquête. C'est un petit peu cette ambiance-là, et pour le coup, ça l'avait pas fait avec moi. Maintenant, je vous le dis, je comprends pourquoi il est considéré comme une référence, mais clairement, il fait pas partie de mes classiques à moi. Je me souviens du nom d'aucun personnage, c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Je me souviens juste que je l'avais traîné pendant plus d'une semaine peut-être, et qu'au bout d'un moment j'avais qu'une envie, c'était d'en finir. Je voulais pas abandonner parce que je voulais savoir, je voulais avoir la réponse, je voulais comprendre pourquoi il était tellement encensé par tout le monde, et quand je l'ai refermé, je me suis dit ouais c'est bon quoi, j'ai la résolution, mais je suis pas plus avancée sur les raisons de son succès. Est-ce que je continuerai à lire Dornet Hart? Parce que c'était la question que justement m'avait posée mon abonné la semaine dernière dans les commentaires, savoir si ça m'avait complètement dégoûté de l'autrice. Si je trouve un jour le Chardonneret en occasion, et je dis bien en occasion, ou alors si je le trouve qu'on me le prête par exemple, je le lirai, mais je ferai pas la démarche de le chercher pour l'acheter en neuf, clairement. C'est pas une priorité du tout, c'est simplement si un jour je tombe dessus, et j'y retournerai avec plaisir, parce que
mine de rien, on sentait qu'il y avait un côté un peu caricatural ou parodique en tout cas de ce milieu très bourgeois, très aisé, très désabusé de ces jeunes riches. Donc peut-être essayer de voir si ce qu'elle peut faire dans un autre registre ou un autre cadre, mais c'est pas une priorité et pour tout vous dire, je l'ai plus dans ma bibliothèque. Alors, on enchaîne avec le deuxième roman qui pour le coup est un ouvrage beaucoup plus récent. Il s'agit de The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Donc en français, la traduction littérale, c'est le titre Les 7 morts de Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, qui est une sortie de l'année dernière ou il y a 2 ans il me semble. C'est un livre qui a fait grand bruit à sa sortie et que tout le monde a adoré, j'ai l'impression. Et effectivement, il avait tout pour me plaire à l'origine. Je vous en parle très rapidement. On va suivre un personnage, dont là encore j'ai oublié le nom, c'est pour vous dire à quel point ces livres m'ont marqué, qui se retrouve... il se réveille un jour dans la forêt et il est dans le parc d'une grande maison bourgeoise. Et il se rend compte qu'il est dans la peau d'un enquêteur et que le soir, Evelyn Hardcastle, la personnage du titre, qui est l'héritière de cette maison, a été assassinée. Et son rôle, c'est de mener l'enquête, sauf que à chaque fois, vu qu'elle se fait assassiner, il ne peut pas la protéger, il n'arrive pas à résoudre qui en veut à Evelyn, et donc tous les jours, il se réveille dans la peau d'un nouveau personnage pour pouvoir mener l'enquête sous un autre point de vue. Et c'est un peu comme... en quelque sorte, le jour de la marmotte dans un décor de Cluedo. C'est comme ça que je l'avais vu, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu, et pour moi, ça avait tout pour me plaire. Effectivement, au début, j'ai trouvé ça sympa, j'aimais l'ambiance, j'aimais cette redondance, et le fait que, finalement, même s'il y avait des choses redondantes, le fait de changer de peau tous les jours, il glanait quelques petites informations supplémentaires, donc il y avait des choses qui se répétaient à l'identique, mais il commençait à comprendre d'autres aspects, et ça, au début, j'ai trouvé ça très très chouette, j'étais très contente, je trouvais le style sympa, jusqu'au moment où on a commencé à avoir des indices sur le pourquoi du comment, sur comment il se retrouve à vivre la même journée jour après jour, et qui est derrière tout ça, et également la présence d'un personnage un peu mystérieux. Quand on a commencé à avoir des indices là-dessus, et qu'ensuite on a eu la résolution, et là, pour moi, c'est retombé comme un soufflet. Je suis passée complètement à côté. Je veux pas vous spoiler au cas où vous souhaitiez lire ce livre, mais pour moi, c'était un peu trop, alors pas métaphysique, mais c'était un peu trop philosophique, les considérations derrière, les enjeux m'ont paru assez énormes comparé à ce qui se passe en fait dans la maison. J'ai trouvé ça trop gros pour un simple meurtre entre guillemets. J'ai vraiment pas envie de vous en dire plus, mais sachez que ça part dans des considérations un peu philosophiques, spirituelles, de l'ordre de la morale avec un grand M. Et moi c'est pas à ça que je m'attendais, et au final j'ai trouvé que ça détonnait beaucoup avec le reste du roman. Je pense que c'est ce qui a pu plaire à certaines personnes justement, qu'on aille plus loin que la simple enquête pour meurtre, mais alors moi je suis passée complètement à côté. Je me suis procuré The Devil and the Dark Water, qui est le nouveau roman de Stuart Turton, qui pour le coup est aussi une enquête, mais dans un cadre maritime, et aussi, je crois que ça se passe au XVIIe siècle. On se trouve sur un bateau, éventuellement un bateau pirate, où on va suivre un enquêteur qui est en fait emmené sur ce bateau pour être mis à mort parce qu'il est accusé d'un crime. Et donc je me le suis procuré parce que j'ai envie de voir ce que Stuart Turton est capable de faire dans un tout autre registre. Alors certes on est toujours sur une enquête, mais le décor est tellement différent, et l'ambiance à mon avis aussi est tellement différente, que je pense qu'il peut me surprendre, et j'avais quand même bien aimé sa plume, voilà. Troisième roman, une saga qui plaît à énormément de monde et où on est à, je crois, peut-être 7 ou 8 tomes, quelque chose comme ça. Il s'agit des Chroniques de Sainte-Marie, donc en anglais Just One Damn Thing After Another. Le titre du premier tome en français, c'est Un monde après l'autre, et c'est la saga de Jodi Taylor. C'est donc les Chroniques de Sainte-Marie. On suit un département, je crois que c'est un groupe de recherche, qui a pour mission de voyager littéralement dans le temps, mais à simplement des fins de recherche. C'est-à-dire que c'est un groupe d'historiens qui a une machine qui peut les emmener dans les époques qu'ils souhaitent étudier, mais ils n'ont pas le droit évidemment d'influencer, ils sont simplement là pour observer et avoir des réponses plus précises à des grandes questions qu'on peut se poser les chercheurs. Et on va suivre
plus particulier une jeune femme. Là encore, j'ai perdu le nom, c'est vraiment le point commun de tous ces livres, c'est que je n'ai retenu absolument aucune information sur les personnages. On va suivre une jeune femme qui est recrutée dans ce groupe et on va découvrir leurs aventures. Je ne veux pas vous en dire plus parce que je me suis arrêtée au premier tome et j'ai pas l'intention de lire le reste de la saga. Encore une fois, c'est un livre qui à l'origine avait tout pour me plaire. J'aime beaucoup les histoires dans lesquelles il y a du voyage dans le temps. J'adore les histoires d'aventure et de recherche historique à la Indiana Jones ou Benjamin Gates, etc. C'est quelque chose dont je suis complètement fan. Donc là, ça faisait pas exception. On était pendant le premier confinement. Je me l'étais pris en Kindle en me disant ça va être super pour me changer les idées du confinement justement. Mais alors, ça a été long cette lecture et je me souviens du sentiment de rien comprendre, de rien arriver à suivre. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y avait des espèces de sauts temporels dans la chronologie de l'histoire, et je comprenais pas pourquoi. C'était presque, je m'en rendais pas compte, et c'était au bout de plusieurs pages que je me disais, mais attends, on n'est plus au même moment que le chapitre d'avant en fait. Une autre chose qui m'avait gênée, c'était cette espèce de prépondérance de la romance dans un cadre qui pour moi... ça collait pas en fait. Je trouvais qu'elle était arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, comme si l'autrice s'était dit tiens, pour attirer un public plus grand, je vais rajouter de la romance, et en plus une romance assez adulte pour le coup, je vais rajouter de la romance et comme ça me permettra de toucher plus de lecteurs, sauf que pour moi ça détonnait complètement, c'était mal fait, il n'y avait pas d'alchimie entre les personnages, je m'étais pas particulièrement attachée au personnage principal en plus. Je sais que cette série a énormément de succès, notamment depuis qu'elle a été traduite en français, et je respecte totalement, évidemment, ça je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je suis pas là pour juger les gens qui ont aimé ces livres, ça me paraît évident. Simplement, pour moi, je suis passée complètement à côté. C'est pas que ça soit mauvais en soi, c'est juste pas mon genre, ou alors peut-être plus mon genre, ou alors je suis pas la cible et je me suis trompée, j'aurais pas dû aller vers ces livres. Mais en tout cas, les Chroniques de Sainte-Marie, même s'il y a plusieurs tomes et que pour le coup j'aurais aimé en savoir plus sur l'aspect historique et l'aspect aventure, les personnages, en fait, je me suis tellement pas attachée, et même le style, je vous dis, au niveau des sauts temporels, etc. Et là, je parle pas du voyage dans le temps, je parle vraiment de la chronologie des personnages dans le présent. Ça m'avait tellement perdue que je sais que j'y retournerai pas. Maintenant, je pense que si vous avez envie d'un livre d'aventure dans lequel il y a de la romance et en même temps certains aspects historiques assez creusés, parce que forcément on vit certains événements dans le détail, je pense que ça peut plaire, mais voilà, je sais que pour moi, ça le fait pas et que j'y retournerai pas. Donc on n'en parle pas plus. Dernier roman avant de passer à un graphique. J'ai lu à sa sortie il y a 2 ou 3 ans, je crois, le premier tome de Iscari, donc en anglais c'est The Last Namzara, de Kristen Ciccarelli, et qui était un roman young adult, qui avait eu qui avait fait vraiment grand bruit à sa sortie et qui a eu un gros succès. On suit donc Asha, qui est, je crois qu'elle est la fille du roi ou du sultan. Ça se passe dans un monde d'inspiration asiatique / Moyen-Orient, je sais pas exactement comment le définir, en plus je m'en souviens pas bien, mais bref, elle est la fille de la personne qui règne, quoi. Et sauf que elle n'est pas vraiment une princesse standard, elle a été un peu reléguée, pour des raisons que je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse, au rôle de chasseuse, tueuse de dragons. Parce que dans ce monde, les dragons sont vus comme la menace, la plus grande menace qui soit. Et les dragons sont attirés par le fait que quand quelqu'un raconte une histoire, ça fait un peu comme un signal d'alarme, ou comme si on agitait une clochette et les dragons arrivent, parce qu'ils sont très très attirés par les histoires. C'est comme dans le Hobbit, Smaug est accro à l'or, et dans ce monde, les dragons sont accros aux histoires, et vous vous doutez bien qu'elle va commettre une erreur, etc. Il y a une romance, mais je sais que c'est une trilogie, sauf que moi je me suis arrêtée au tome 1, parce que là encore, en fait c'est surtout les personnages, je me suis pas du tout accrochée aux personnages, j'avais aucune empathie pour eux, mais alors vraiment aucune, on était à la limite de l'antipathie. Asha m'agaçait énormément, et je m'étais pas non plus beaucoup attachée au personnage masculin. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une prépondérance des dragons, ou en tout cas qu'ils aient un véritable rôle à jouer, et de ce que je me souviens dans le tome 1, on les voit à peine, c'est un peu la menace au loin. Alors je sais que c'est parce que c'était un tome introductif, mais le fait de ne pas m'être attachée au personnage, et de 2, être un peu restée sur ma faim, ça m'a pas donné envie de continuer. Le style, j'avais pas trouvé ça dingue, pour tout vous dire. C'était vraiment...
je lis énormément de littérature young adult et donc je ne crache pas du tout sur ce genre, sur cette tranche d'âge. Loin de là, c'est un genre que je respecte et qui, je trouve, est souvent justement moqué ou tourné en dérision. Mais là, j'avais trouvé que la plume n'était pas du tout de qualité et ouais, ça m'avait pas plu. Donc pareil, c'est encore un livre que je n'ai plus dans ma bibliothèque. Je m'en étais débarrassée assez rapidement. Je pense que ça peut plaire. Je pense simplement que là, pour le coup, c'est que je n'étais plus la cible en termes d'âge ou d'attente. Donc si vous avez des ados, je pense que ça peut leur plaire. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez lu beaucoup de young adults, si vous ne l'avez pas encore lu celui-là, sachez que pour moi ce n'est pas une priorité, c'est pas forcément quelque chose qui vous manquera. Après, si c'est un genre que vous lisez assez peu, bah, ça pourrait peut-être vous plaire, mais vous attendez pas non plus à quelque chose de grandiose à mon avis. Et donc on passe au dernier livre, parce que oui, je me suis quand même limitée, j'ai pas voulu passer des heures. Soyons clairs, il y a beaucoup plus de livres que ça que j'ai pas apprécié et qui ont été encensés par la critique, mais c'est vraiment ces 5-là qui m'ont sauté aux yeux. Et le dernier livre, c'est donc un graphique, un manga pour être plus précis, une saga que j'ai l'impression le monde entier adore, le monde entier est impatient de voir la sortie de chaque tome. Eh bien moi je suis désolée, j'ai laissé tomber. Il s'agit de The Promised Neverland de Kayu Shirai et Posuka Demisu. J'ai lu les 2 premiers tomes, pour le coup je me suis quand même accrochée, je crois même que j'ai lu le 3, je suis pas sûre. Bon bref, on va dire 2 c'est sûr, parce que je m'étais laissée emballer, comme à peu près tout le monde, par la campagne de com, on va être honnête, il y a eu une campagne de com énorme autour de cette saga, c'est encore le cas à la sortie de chaque tome, mais aussi le pitch m'avait bien plu. On suit un groupe d'enfants qui sont dans une école ou un espèce d'orphelinat ou d'institut un peu particulier, dans la mesure où ce sont tous des enfants surdoués, qui ont vraiment des capacités intellectuelles extraordinaires, et qui sont testés très régulièrement. Et arrivés à un certain âge ou un certain score dans leur test, je sais plus, ils disparaissent. Et on pense que c'est parce que, j'imagine, ils ont été adoptés par des bonnes familles, sauf qu'on se rend compte que c'est pas du tout ça, que leur destin est bien plus funeste, et que c'est un peu plus des porcs qu'on élève pour les mener à l'abattoir qu'autre chose. Et c'est une saga qui vire donc un peu dans l'horrifique, mais en fait, dès le 2e tome, j'ai senti que ce qui allait bloquer avec moi, c'était le rythme. C'est que leur but, c'est donc de s'échapper de cette école quand ils comprennent ce qui ne va pas. Et j'ai vite senti qu'un tome, ça allait être une tentative d'évasion, on sent qu'on y est, on sent qu'on y arrive, et finalement on échoue. Et je me trompe peut-être, mais j'en ai discuté avec des gens qui ont lu plus de tomes que moi, ou alors qui ont regardé l'animé, et ils m'ont dit que oui, c'était exactement ça. Là, je crois qu'actuellement, on est à 15 ou 16 tomes, et je sais que j'aurais pas eu le courage en fait de traverser tout ça pour au final peut-être arriver à une résolution qui au final ne m'aurait peut-être même pas convaincue, j'en sais rien. Encore une fois, je ne juge pas les gens qui adorent cette série, c'est pas du tout le problème. J'ai apprécié cette série, c'est simplement que j'avais pas le courage de continuer pour peut-être un enjeu qui au final ne m'aurait pas plus bâmé que ça. Je comprends pourquoi elle a un tel succès, c'est pas la question du tout. Simplement, c'est comme celui d'avant, là, c'est que je ne suis plus la cible. Je pense que si j'avais lu ça quand j'étais ado, j'aurais adoré. De la même façon que quand j'étais ado, je lisais Bleach ou Death Note, par exemple, j'étais fan de ça. Eh bien, si j'avais pu lire The Promised Neverland, je sens que j'aurais été accro, comme tous les autres, à me jeter sur la sortie de chaque tome. Mais c'est plus le cas, et qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave, en soi, je lis d'autres sagas de manga, je lis bien d'autres romans young adult, c'est simplement que je sais que parfois c'est plus exactement pour moi, j'attends plus en fait, je pense que c'est ça, c'est que mes attentes ont changé et c'est normal. Donc voilà, c'en est tout pour ces 5 séries que tout le monde a adorées et que moi, sans forcément les détester, bah clairement elles ne m'ont pas marqué, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Moi je serais très contente de discuter avec vous de ça, parce que encore une fois, je ne juge absolument personne sur le fait d'aimer ou non ces livres. On a tous des goûts différents, c'est normal, et justement je serais contente d'échanger avec vous, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pas juste pour cracher sur ces livres ou leurs auteurs, loin de là, même au contraire, c'est que j'ai envie d'échanger avec vous sur ces questions, et notamment savoir par exemple si vous avez lu du Dawn and Tart, est-ce que pour vous le Chardonneret, donc The Goldfinch, c'est un incontournable et que je devrais le lire, ou est-ce qu'au contraire, si j'ai déjà eu du mal avec le Maître des Illusions, bah ça vaut pas le coup que je continue. Donc vraiment, faites-moi vos retours, dites-moi également, ça m'intéresse, quels livres pour vous sont en quelque sorte surcotés, parce que si ça se trouve, des livres que vous trouvez surcotés font partie moi de mes préférés, et ça m'intéresse toujours d'avoir ce genre de discussion, je trouve ça vraiment intéressant, c'est pas juste pour créer
créer un débat stérile pour générer des commentaires et générer des vues, c'est pas la question du tout. C'est que ça m'intéresse, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que je trouve qu'on apprend pas mal à connaître les gens en discutant de ce genre de choses. N'hésitez donc pas à commenter, mais aussi à la liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à recommander cette vidéo ou cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt. Ciao!